Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire Fenêtre sur la recherche. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux ce matin pour ce premier webinaire. Il y avait plusieurs centaines d'inscrits pour ce webinaire ce matin. Les webinaires Fenêtre sur la recherche, donc c'est la première édition, c'est un nouveau format qui vous est proposé par Plantécité pour vous partager les résultats de projets de recherche qui nous semblent inspirants et intéressants. On a déjà des webinaires qui partagent les résultats de nos projets, mais voilà, il y a d'autres projets qui se font ailleurs et qui sont très intéressants, donc on voulait vous les partager. Pour ce premier webinaire, on a le plaisir de recevoir Jean-Noël Gonzalez et Benoît Romeyer qui ont coordonné avec d'autres le projet BioRevex, qui faisait partie du BAUME, du programme BAUME du PUCA. Donc Sandrine de Plantécité vous expliquera juste après de quoi il s'agit. Mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec, du coup, je vous disais, une petite introduction par Sandrine Laramendi pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a pensé que votre sujet pouvait être intéressant à vous partager. Bonjour, merci Mathilde. Donc, je suis Sandrine Laramendi, je suis paysagiste et urbaniste au sein de Plantes et Cités. Et donc, je vais vous faire effectivement une courte introduction pour vous présenter le programme dans lequel le projet BioRevex a été mené, mais aussi vous faire un bref aperçu de l'état de la connaissance sur ces liens entre morphologie urbaine et biodiversité, qui était un des premiers travaux, un état de la connaissance qui a été mené, un des premiers travaux menés dans le cadre de ce programme du BOM. Alors, donc ce travail initial, il a été mené en 2019 et il a été publié en 2020. Donc, vous voyez apparaître la couverture ici, Formes urbaines et biodiversité, un état de la connaissance. Donc, un travail mené par Morgane Flégeau. Et donc, son cadre de travail, ça a été d'analyser, de passer en revue des articles scientifiques et de la littérature grise, c'était à un échelon international, en choisissant l'échelle du quartier et en se consacrant aux espèces animales et végétales terrestres. Donc, c'est un corpus d'un peu plus d'une centaine d'articles qui a été ainsi analysé. Et donc, des lacunes ont été observées sur ce sujet, en fait, de l'effet de la configuration urbaine sur la biodiversité. Finalement, avec encore assez peu de résultats sur ces éléments, les études qu'elle a pu passer en revue, elles s'intéressent plus à la diversité des espèces ainsi qu'à leur abondance. Elles décrivent souvent dans quel contexte les inventaires sont menés, mais peu quand même d'études sur la corrélation entre formes urbaines et la présence plus ou moins forte de biodiversité. Ce qu'elle a pu observer aussi, c'est que certains taxons étaient surreprésentés. C'est le cas des oiseaux. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, mais en tout cas, plus de 60% des articles scientifiques qu'elle a pu consulter avaient porté sur ces oiseaux. Donc, c'est aussi parce qu'ils sont plus anciennement sujets d'intérêt de la part des naturalistes. Ils sont aussi plus faciles à observer et il y a quand même aussi le fait qui recueillent plus de sympathie, on va dire, de la part des habitants. Ils sont plus connus. Mais donc, par contre, elle a pu observer qu'il y avait assez peu d'études sur les insectes, par exemple, ou les reptiles. Un autre enseignement, c'était le fait il y avait quand même un grand flou sur les formes urbaines, sur leur description. On peut avoir des fortes variations dans les vocabulaires employés suivant la discipline des auteurs des études, suivant l'endroit où si elles ont lieu, et parfois des mêmes termes peuvent désigner des formes différentes, et au contraire, des formes assez proches être décrites avec des termes différents. Mais bon, ce qu'elle a pu observer, c'est que majoritairement, il y avait deux grandes formes d'urbanisation qui étaient décrites le plus souvent, le tissu relâché à la périphérie du centre et le tissu dense historique. Donc à présent, les enseignements sur ces deux formes urbaines, de l'effet de la configuration, c'est de noter que sur tout ce qui est dense en centre urbain, il y a plutôt une faible performance écologique, mais néanmoins, les espaces végétalisés, ils ont vraiment un vrai rôle de refuge pour la biodiversité, en mettant en avant l'importance aussi des connectivités. Et c'est là que justement les infrastructures vertes linéaires, comme les rues arborées, objet de l'étude des chercheurs invités, ont un impact important.
Donc, c'est connectivité pour aller d'un refuge à l'autre, mais aussi deux autres données qui étaient importantes en centre dense, la surface de ces espaces et puis la distance entre eux. Plus elle s'éloigne, cette distance, plus la biodiversité, elle diminue. Donc, voilà, c'est un des enseignements importants. Et l'autre enseignement majeur, c'est que les zones urbaines de faible densité, donc les zones pavillonnaires notamment, c'est des espaces vraiment majeurs pour la biodiversité urbaine. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent suivant ces recherches-là. C'est l'hétérogénéité de l'occupation des sols et le rôle très important des jardins privés, de ces quartiers résidentiels qui ont, voilà, qui sont des vrais refuges de biodiversité. Après, il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Enfin, j'ai choisi de présenter celui de l'importance de la gestion. Effectivement, plus la gestion est écologique et plus la biodiversité augmente dans ce tissu. Voilà, c'était vraiment un aperçu très rapide, mais c'était pour vous donner déjà aussi le postulat que ça partait aussi du fait qu'il y avait assez peu et que c'était du coup d'autant plus intéressant que ce programme BOM du PUCA puisse s'intéresser à ce sujet. Donc, il y a eu un appel, suite à ce premier travail, un lancement d'un appel à projet de recherche et 6 propositions de projets qui ont été retenues, dont Biorevex, nos invités d'aujourd'hui, mais aussi une équipe Evolville qui a travaillé à Strasbourg sur un peu la réponse de différentes plantes de prairies sur les gradients d'urbanisation. On a eu aussi un projet qui portait Frugacité sur les quartiers de gare, à proprement, voilà, précisément. Un autre sur Toulouse qui a porté Morphobiote sur l'étude de l'évaluation de la capacité de différents tissus, justement tissus de lotissement, grands ensembles, écoquartiers, pour accueillir la biodiversité à Toulouse, donc. Réaumur qui, lui, s'intéresse à l'impact, l'influence de la morphologie urbaine sur les pollinisateurs. Donc, c'était plutôt à Dijon, plus un zoom aussi national. Et enfin, Trame Biosol, qui porte plus sur la trame brune dans les aménagements urbains, et donc là, qui était à Palaiseau. Et donc, ces travaux, ils ont été menés de 2020 à 2025. Il y a eu un comité scientifique qui a suivi ce travail, dont faisait partie Plantes et Cité. Et donc, ensuite, chacun de ces travaux a fait l'objet d'un carnet qui est consultable en ligne. Suite à ce travail, il y a eu un ultime travail pour faire une synthèse des enseignements méthodologiques de ces 6 travaux de recherche. Donc, il a aussi fait l'objet d'une publication par l'auteur est François-Marie Martin. Donc, toutes ces ressources, je pense que Mathilde vous a partagé le lien, sont accessibles sur le portail Nature en Ville, à l'onglet ressources. Oui, tout à fait. C'est partagé dans le chat si vous voulez y accéder. Merci beaucoup Sandrine pour ces petits propos introductifs qui nous permettent de mettre en contexte le projet présenté ce jour. Pour commencer, Benoît et Jean-Noël, je vais vous inviter à vous présenter aux participants du webinaire avec une première question à vous poser. Finalement, c'est comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet de la morphologie urbaine, de la biodiversité des rues, et qu'est-ce qui finalement dans votre parcours vous a amené à vous intéresser à ces sujets? Donc, je vous donne la parole. Bien, merci Mathilde. Donc, pour ma part, donc, je suis Jean-Noël Consales, je suis professeur à l'université Lyon 2 depuis peu, ce qui expliquera 2 choses dans ma présentation. La première, c'est que je suis plus dans l'équipe de recherche qui a mené le programme qu'on va vous présenter, en tout cas à Aix-Marseille Université. Et deuxième chose, ça expliquera mon fort accent qui n'est pas lyonnais, comme vous le comprendrez. Je me suis toujours intéressé dans ma recherche à la relation, ce qu'on peut appeler de manière générique, ville et nature, et notamment dans le cadre de la planification des projets d'urbanisme et des projets de paysage. Et comme Benoît le dira aussi, on a travaillé d'abord ensemble pendant longtemps avec Benoît dans le cadre de la pédagogie. Et je vous le redirai par la suite, on a travaillé aussi dans ce cadre de la pédagogie avec la ville d'Aix-en-Provence qui nous a amené à réfléchir et à penser les relations de cette ville à l'idée de nature. Et que lorsque le programme BOM est sorti, on a vu un intérêt scientifique à y répondre dans le cadre d'Aix-en-Provence, comme je vous le présenterai.
En plus, en faisant finalement avec une entrée qui était propre aux compétences de Benoît qui va maintenant se présenter. Je peux Merci bien prendre la Jean. suite. Merci Jean-Noël. Merci Mathilde et Sandrine aussi pour l'introduction. Donc, je suis Benoît Romeillet. Je suis maître de conférence en urbanisme et aménagement à l'université d'Aix-Marseille, enseignant à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional et chercheur au laboratoire interdisciplinaire environnement et urbanisme lieu. Et moi, mon intérêt pour ces questions, pour ce croisement entre aménagement du réseau viaire et biodiversité, il est assez cohérent. Enfin, il s'inscrit dans un parcours. Moi, j'avais soutenu une thèse donc de doctorat en urbanisme et aménagement sur la question de l'aménagement du réseau viaire et des rues, avec un intérêt pour les théories de l'urbanisme, la manière dont elles prônaient finalement d'aménager le réseau viaire et les grands axes de circulation en milieu urbain. Et dans ce cadre-là, j'avais été amené à prendre pour cas d'étude un projet d'aménagement très intéressant qui était celui de la rue Garibaldi à Lyon, réaménagé par un paysagiste, Alain Marguerie, et qui laissait quand même une place assez importante et pionnière à ces questions de biodiversité. Ces travaux sur la rue, je les ai un temps laissés de côté pour travailler avec Jean-Noël, côté pédagogie, sur des questions plus de paysage et de nature en ville. Et en fait, Biorevex et cet appel BOMPUCA, ça a été l'occasion pour moi finalement de lier ensemble ces deux sujets qui ont traversé mon parcours, les questions de nature en ville et d'aménagement paysager, aussi la question de l'aménagement du réseau viaire. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet du projet Biorevex. Et la première question du coup, que je vous ai posée, c'est un petit peu de nous présenter comment s'est structuré le projet, qui étaient les partenaires, etc. Oui, je vais donc vous expliquer. Ce projet, c'est un projet à la fois pluridisciplinaire et avec un grand nombre d'acteurs, comme vous le voyez, qui a d'abord engagé, donc, comme je disais, une équipe pluridisciplinaire faite majoritairement d'écologues, d'urbanistes, géographes, et qui a finalement concerné 4 laboratoires d'Aix-Marseille Université. L'IMBE d'abord, avec Cécile Albert et François Monique, par une entrée écologie du paysage qu'on vous expliquera par la suite. Nos collègues du LPED, plutôt avec une approche écologie des populations, avec Magali Deschamps-Cotin, Valérie Bertaudière-Montes, Christiane Roble et Bruno Villa. Le laboratoire Lieu, avec une approche urbanistique portée par Benoît Romeillet, et le laboratoire Télème, dont je faisais partie jusqu'à l'année passée, avec une approche géographie-urbanisme, et qui a coordonné le projet, avec une approche, comme vous le voyez aussi, qui s'est construite et pensée avec certains acteurs du territoire, un réseau d'acteurs institutionnels, d'abord la ville d'Aix-en-Provence. On justifiera ce choix par la suite. L'agence d'urbanisme du pays d'Aix-Durance et le muséum d'histoire naturelle. Donc, un écosystème de recherche assez favorable tourné autour de la ville d'Aix-en-Provence. Je continue peut-être en pensant, en vous expliquant quelle était la structuration du projet en lui-même. Dans le programme PUCA, du PUCA que vous a présenté Sandrine, on a eu un parti pris un peu singulier qui a été de considérer d'abord dans la morphologie urbaine une approche non pas sur les immeubles bâtis, mais plutôt sur le réseau viaire, sur la matrice finalement que constitue le réseau viaire, matrice qui, dans l'urbanisme, constitue à la fois la matrice première de constitution et d'évolution des tissus urbains. C'est-à-dire que cette matrice, elle est là à l'origine et puis elle reste comme une trace dans les tissus urbains finalement de la matrice initiale constituée à travers le temps. Donc de fait, on a considéré, deuxième postulat, que ce réseau viaire était potentiellement un support privilégié à la fois d'appropriation humaine,
le système de rue dont parlait Benoît dans ses travaux précédents, mais aussi de dynamique floristique et faunistique. Et donc, on a considéré que cette matrice de réseauvière devenait intéressante comme croisement entre toutes les formes du vivant. Et donc, on a considéré ce réseauvière comme un potentiel considérable d'espace mobilisable au service de la transition écologique à l'échelle de la ville et de ses quartiers. On a donc fondé notre raisonnement autour d'un questionnement central, c'était de savoir quelle est la capacité de ce réseauvière à être à la fois support de fonctionnement urbanistique et écologique, ça rencontre les deux, en tant que double réseau à la fois de liens et de lieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de liens et de lieux? C'est comme vous le voyez sur la photo euh, à côté du propos, c'est que on peut considérer le lieu que constitue le micro-écosystème de l'arbre là comme une unité finalement de lieu à considérer, mais aussi de lien dans une approche linéaire, comment, à travers une écologie, ces lieux que constituent les arbres et leurs pieds constituent finalement une trame au sein de la ville. Alors, notre démarche, elle s'est fondée sur, vous allez le voir, sur une unité qui est le tronçon de rue qu'on va vous expliquer, qui est finalement le véritable résultat de notre recherche. Tronçon de rue que l'on a finalement interrogé au travers, au prisme d'un système, le système du pied d'arbre et de l'arbre urbain. Jean-Noël, on a une petite question là qui a été Oui. posée dans le chat. C'est qui en fait a coordonné tout cet écosystème d'acteurs? Qui Ben, est... c'était ma charge, Ok. c'est-à-dire c'était ma charge en tant que responsable du projet, donc pour le laboratoire TLM. Peut-être je peux passer sur l'explication du choix de la ville d'Aix-en-Provence Oui. euh, pour vous dire que, en fait, comme on vous l'a dit, ce choix de la ville d'Aix-en-Provence était assez stratégique pour nous parce que, en fait, dans la constitution de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour des raisons essentiellement politiques, Aix-en-Provence, en tant que commune, a gardé en régie un certain nombre d'initiatives et notamment la gestion de la voirie et des espaces verts. Et donc, on a vu là une opportunité de travailler sur finalement une certaine unité de temps et de lieu, surtout parce que ça réduisait dans notre interrogation du système de l'arbre et finalement, vous allez le voir, du tronçon de rue, le nombre d'acteurs et on pouvait avoir une analyse extrêmement fine. D'autant plus que par la pédagogie, comme on vous a dit, on avait longtemps travaillé en amont avec les services des espaces verts qui sont de réels amis, et notamment sa directrice Sandrine Rouden, avec qui on avait une vraie pratique de travail de pédagogique, et dans un cadre où réellement la commune était dans une démarche d'écologisation de ses pratiques d'aménagement et de gestion, traduite par deux éléments que je détaillerai s'il y a des questions là-dessus. D'abord, la constitution d'un parc naturel urbain, c'est-à-dire, comme vous le voyez, une organisation d'un réseau vert à partir de lieux de nature à l'intérieur d'une partie de la ville, et un document puissant autour de l'arbre, la charte de l'arbre. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on a vu une sorte, comme je disais, d'unité de temps et de lieu pour travailler sur ce réseauvière en tant que porteur urbanistique et écologique de potentiel. Peut-être présenter encore les objectifs du projet. Rapidement, comme vous le voyez, ce programme s'est organisé en tâches. Tâche qui a d'abord concerné tâche 1 et 2, nos amis et collègues écologues, en partant d'une tâche de modélisation urbanistique et écologique autour du travaux de Cécile Albert, François Monique et Benoît Romeillet qui vous en parlera. Donc une approche plutôt écologie des paysages par la modélisation, qui a permis ensuite d'asseoir et de lancer des opérations plus de terrain autour de l'échantillonnage et des relevés d'analyse écologique avec plutôt autour
de tâches d'écologie des populations réalisées par nos collègues et amis du LPED, avec l'idée ensuite d'intégrer autour des résultats et de ce qui se trouvait des interrogations à la fois urbanistiques par la tâche 3 qui avait pour intérêt de caractériser la morphologie territoriale et urbaine et à la fois euh, des pratiques finalement des modes de gestion et de qualification des modes de gestion et aussi de la gouvernance des espaces verts et des espaces de nature qui avaient lieu dans cette tâche 4. Avec l'idée, comme vous le voyez, et ça c'est pas ce qu'on a eu le temps finalement de développer, c'est le retour sur le modèle par l'aide à la décision et l'expérimentation qui finalement n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, mais qui a eu certains résultats dont je vous parlerai par la suite. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est surtout de voir comment, à travers une méthodologie sur laquelle on va un peu passer du temps, on a pu passer d'une écologie de la modélisation, tâche 1, tâche 2, finalement avec des relevés et comment tout ça a finalement interrogé à la fois des pratiques, des gouvernances et de la morphologie urbaine, donc plutôt une réflexion autour des tâches 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Et pour ce faire, on doit vous présenter, à moins que Mathilde, tu aies une Non, non, question, tu peux y aller. on doit vous présenter, Benoît va vous présenter finalement notre unité de réflexion qui a été le tronçon de rue. Ah, Effectivement, Jean-Noël l'a dit, le tronçon de rue, ça a vraiment été l'objet fil rouge transversal de nos travaux. Il y a eu un premier défi qui s'est posé à nous, hein, c'était de trouver une unité d'analyse, une échelle d'étude qui soit à la fois pertinente pour produire de l'analyse écologique et des relevés notamment, et aussi pour produire de l'analyse urbanistique, sachant que le réseau viaire à Aix-en-Provence, mais comme ailleurs, se caractérise par une forte diversité entre des rues qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long et d'autres qui peuvent faire quelques mètres seulement. Et donc, il nous fallait trouver un moyen finalement voilà, d'approcher cet objet avec une, une délimitation, un bornage un peu rationnel, partagé, qui soit et dans lequel tout le monde se retrouve. Le moyen qu'on a trouvé, l'entrée, c'est de passer par un découpage du réseau viaire en sous-ensemble. Donc, on a choisi d'appeler tronçon de rue en s'appuyant, en s'inspirant sur des travaux qui avaient déjà été développés, notamment par Giovanni Fusco et Alessandro Araldi dans le cadre de leurs travaux sur la notion de streetscape, donc qui est le parti d'appréhender finalement la morphologie urbaine depuis la rue, depuis les canaux de circulation humains et non humains principaux qui maillent, qui irriguent le tissu urbain. Donc, pour ce faire, on a construit une unité d'analyse et on l'a construit de manière à ce qu'elle puisse être reproductible et appropriable par d'autres acteurs dans sur leur propre territoire. Donc, c'est comme ça qu'a été pensé le tronçon de rue, dont je peux décrire rapidement le protocole de constitution. Donc, on part d'une couche de données qui est publique, libre et accessible partout, qui est la BD Topo de l'IGN. À l'intérieur de cette BD Topo, qui est une base de données SIG, il y a une couche qui s'appelle la couche route nommée, qui donne les axes centraux de toutes les rues et voies urbaines. Donc on est parti de cette couche et on a choisi de couper finalement tous ces linéaires de voies entre deux intersections, de segmenter, saucissonner le réseau viaire en sous-ensemble considéré comme relativement cohérent d'un point de vue morphologique, et pour donner une certaine épaisseur à un caractère surfacique à cette unité du tronçon de rue, on lui a appliqué un buffer, un tampon, une épaisseur de 30 mètres de part et d'autre, et cette valeur de 30 mètres, elle a été déterminée par rapport aux spécificités du réseau viaire aixois. On a pris la rue la plus large d'Aix-en-Provence qu'on a pu trouver dans nos bases de données, le cours Mirabeau de mémoire. Et voilà, on a fait en sorte qu'avec cette épaisseur, on arrive toujours à capter les bâtiments, les jardins qui puissent exister autour de la voie.
Donc ça a été notre unité, le tronçon de rue et le protocole associé qu'on a appliqué à l'échelle du centre et péricentre élargi et le début de la périphérie d'Aix-en-Provence, qui est une commune très très vaste. Donc on a découpé une partie du réseau vert d'Aix-en-Provence pour garder la ville et sa périphérie, avoir un ensemble de tissus urbains représentatifs. Et ces tronçons, on les a associés à un ensemble de métriques, en fait, d'éléments. De données, d'indicateurs, d'indices qui ont été validés et éprouvés par la science, par les études en morphométrique urbaine, et par calcul, en fait, on est venu imputer dans nos tronçons un ensemble de variables. On en a choisi 6 en particulier, on en a imputé beaucoup, et au final, on s'est intéressé on a retenu 6 variables en particulier qui nous semblaient particulièrement représentatives, en fait, des tissus urbains en présence, des types de rues auxquelles on pouvait avoir affaire. Ces 6 variables, elles vous sont indiquées ici. Et oui, j'ai peut-être oublié de dire que au total, sur notre terrain d'études, on a travaillé sur 5460 tronçons. Donc, chacun a été, à chacun d'entre eux a été appliqué le même type d'indice. Les indices étant le pourcentage d'emprise du bâti, est-ce que mon tronçon il est plus ou moins bâti, la hauteur moyenne du bâti autour du tronçon, le niveau de contiguïté du bâti, est-ce que mon bâti il est mitoyen, attenant, ou est-ce que au contraire il est délimité, séparé, il laisse la place à des vides, le degré d'ouverture du bâti, est-ce qu'il laisse plus ou moins la place aux respirations dont je viens de parler, la largeur moyenne du tronçon de rue, est-ce que ma voie elle est large, plus ou moins de façade à façade, et enfin donc le profil qui recoupe des données qu'on a pu voir, c'est le rapport entre la largeur de la rue et la hauteur moyenne. Et donc comme c'est illustré sur l'image, on a rentré ces données dans chacun de nos tronçons. Ça, c'était la première étape. Et sur la base de ces six variables, imputées à ces 5460 tronçons de rue, on a demandé à un outil statistique de classification de nous mettre ensemble, de nous regrouper par classe les tronçons de rue qui partageaient des caractéristiques morphologiques communes. Ça nous a donné cette carte, donc qui est complètement statistiquement fondée, qui met ensemble les tronçons de rue qui se ressemblent le plus du point de vue de leur variable morphologique, encore une fois, avec un choix qu'on a opéré d'un découpage en 5 classes qui nous semblait voilà, assez suffisamment pointu et pas trop nombreuses non plus pour qu'on puisse mener nos analyses derrière. Avec une classe 0, donc c'est les tronçons blancs qui correspondent aux tronçons où on n'a pas de bâti, donc pas de bâti, les variables étaient pas signifiantes, ça a donné une classe à part. Mais pour le reste, on a donc trouvé ce découpage en 4 classes statistiques qu'on a comparé a posteriori, donc il est statistiquement fondé, c'est la machine qui nous l'a donné, on va dire, et a posteriori on l'a comparé avec les grandes cartes de typomorphologie urbaine qui avaient pu être produites sur le territoire, notamment par les agences d'urbanisme OPA et AGAM, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une grande concordance entre les classes qui nous avaient été données par l'ordinateur et la réalité des études, enfin, de la morphologie urbaine du territoire d'Aix-en-Provence. Et on a pu même associer donc nos grandes classes morphologiques de tronçons à des tissus urbains canoniques. C'est ce que je vais vous présenter ici. Donc les tronçons violet foncé du centre-ville en fait correspondent à des tissus urbains d'habitat collectif continu. Ceux en violet plus clair renvoient quant à eux à des tissus d'habitat collectif discontinus. Donc autrement dit, on est toujours dans des immeubles, mais on est plus sur un profil tour et bar qui peut renvoyer soit à des opérations type grands ensembles, soit à des grandes copropriétés péricentrales et périphériques. On est aussi tombé, enfin, on s'est aussi rendu compte que les tissus orange, en fait, renvoyaient à des, à des formes de ville type faubourg d'extension avec du bâti de hauteur moyenne, contigu, mais pas forcément très,
très homogènes dans leur forme. Donc, c'est ce qu'on a appelé les tissus urbains composites. Et un dernier tissu, donc les tissus en verre, plutôt dans la périphérie, qui renvoie au tissu d'habitat pavillonnaire, donc fait de maisons individuelles non mitoyennes. Benoît, une petite question très rapide avant de passer à la suite. Par rapport aux Sûr. variables que vous Oui. avez présentées juste avant, est-ce Mhm. vous les avez pondérées ou elles avaient toutes le même poids? Non, elles avaient toutes le même poids et c'est l'outil de classification statistique qui a justement lui fait le tri derrière entre les variables qui étaient les plus discriminantes et celles qui l'étaient le moins. Mais a priori, elles avaient le même poids. C'est juste pour les besoins de la classification où les variables les plus discriminantes ont pu être majorées. Mais nous, on l'avait pas fait a priori. Ok, merci. Donc, à partir de cette approche statistique et modélisante, les collègues écologues du LPED, rassemblés autour de l'écologie des populations, ont pu organiser leurs relevés écologiques. Ces relevés écologiques, on les a voulu finalement centrer sur trois types de modèles finalement pour, comme vous le voyez, interroger des modes de dispersion et des aires spatiales différentes avec des relevés qui ont été faits en termes de malacophones avec une dispersion plutôt active mais une faible portée spatiale. Des relevés en termes de flore spontanée des rues avec une dispersion passive et une portée intermédiaire, on va dire à l'échelle du quartier, et l'écureuil roux avec une dispersion active et une grande portée spatiale. Euh, nos collègues du LPED se sont surtout concentrés sur les deux premiers modèles, à savoir la malaclophone et la flore spontanée des rues, en interrogeant, en faisant des relevés, comme vous le voyez, dans les quatre tissus déterminés par l'analyse statistique expliquée précédemment par Benoît, tissu continu, discontinu, composite et pavillonnaire, en choisissant 12 tronçons par tissu, 10 pieds d'arbres dans chacun de ces tronçons, soit au total un relevé pour la flore de 453 pieds d'arbres, alors que pour les gastéropodes, la malacophone, on a été toujours sur cette interrogation des quatre tissus statistiquement déterminés, mais là, dans quatre tronçons, avec 3 pieds d'arbres par tronçon et un total finalement de 48 pieds d'arbres interrogés. En ce qui concerne donc notre troisième modèle écologique, le modèle écureuil, qui pour nous avait l'intérêt voilà, d'avoir une plus grande échelle de dispersion, qui nous amenait à travailler à une échelle urbaine, de quartier, à sortir en tout cas de nos tronçons de rue. On s'est appuyé sur d'autres types de méthodes, d'approches, plutôt du registre de l'écologie du paysage, donc qui ont été portées par Cécile Albert et François Amonique en particulier, qui se sont appuyés sur une modélisation de la ville sous la forme d'un graphe écologique géant qui s'interroge sur les interconnexions, les capacités de déplacement spécifiques à l'écureuil, en interrogeant la capacité de ces animaux à se déplacer dans la ville, à ce qui peut faire barrière pour eux, avec l'idée de chercher des zones d'expérimentation pour favoriser leur déplacement. Donc on a modélisé la ville d'Aix-en-Provence en s'appuyant là encore sur des données SIG en libre accès, comme un espèce de graphe géant. Donc un graphe, qu'est-ce que c'est? Un graphe, c'est un modèle mathématique avec des sommets, donc c'est des points et des arêtes, qui est une forme d'abstraction de la ville et de son fonctionnement. Et donc on a associé les différents types d'occupation urbaine à des scores, c'est ce qu'on peut voir dans l'image en bas à droite, en fonction des caractéristiques de l'occupation du sol, les bâtiments qui peuvent être des barrières aux
au déplacement d'un écureuil-roux dans la ville qui pourra pas les traverser, et à l'opposé, les canopées, les forêts qui eux sont voilà des éléments particulièrement propices au déplacement de l'écureuil-roux. Donc on a eu une modélisation générale à l'échelle de la ville qui s'est appuyée donc sur les travaux de François, qui a été pensé comme un graphe, comme un objet mathématique avec des scores associés aux différents types d'occupations, qui renvoient à des potentiels en fait de déplacement pour un écureuil roux d'un endroit à l'autre de la ville, ce qui permet d'identifier les endroits qui sont bien connectés et les endroits qui sont moins bien connectés dans la ville et qui pourraient faire l'objet, si on veut favoriser, rendre la ville plus perméable au déplacement de l'écureuil roux, par la suite faire l'objet de démarches de végétalisation, de plantation, de renaturation. Ton micro, Jean-Noël. Ouais, je prends la main. Voilà. Parallèlement, comme on vous l'a dit par la suite, il s'agissait parallèlement à ce croisement par différents biais, et notamment le biais statistique et de la modélisation de croisées morphologie urbaine et relevés écologiques. Une de nos interrogations, qui je crois rencontre des interrogations qu'il y a dans le chat, c'était de savoir aussi comment finalement tout ça fonctionnait en termes humains et comment cela était géré. Pour comprendre le fonctionnement à la fois du système de l'arbre et de nos rues et donc des tronçons de rue issus de nos découpages, nous avons fait des enquêtes par questionnaire ou par entretien auprès d'un grand panel d'acteurs allant de l'élu à l'habitant, et on vous le montrera par la suite, dans des tronçons statistiquement représentatifs. C'est ainsi, on a pu avoir, comme vous le voyez, et je ne le détaillerai pas, sauf s'il y a des questions, un grand nombre d'acteurs directement impliqués dans la gestion de l'arbre et des espaces à caractère de nature, mais aussi des usagers, des tronçons statistiquement identifiés. Par la suite, nous avons organisé un focus group consacré à la gestion du patrimoine arboré aixois avec des techniciens de la ville d'Aix-en-Provence, afin réellement de comprendre tout ce écosystème d'acteurs, ces représentations et ces pratiques dont on parlera par la suite. Mathilde, si on peut donc, à la suite de cette méthodologie, vous présenter les principaux résultats. Oui, peut-être très rapidement, parce que en plus le temps file, même si c'est passionnant. Il y a quelqu'un qui demande quel outil a été utilisé pour la modélisation, notamment concernant l'écureuil roux. Et vous m'aviez parlé d'une base de données aussi qui s'appelle COSIA, donc je ne sais pas si c'est en lien ou pas, mais voilà, si vous pouvez parler des outils, mais assez rapidement, hein, des outils qui peuvent être disponibles pour des gens qui voudraient faire ce type d'analyse cartographique de leur ville. Alors, je prends la parole sur COSIA et je laisserai Benoît répondre sur la question des modèles, et puis il enchaînera du coup sur les résultats, parce que c'est lui qui va prendre la main là-dessus. COSIA, qui est une base de données IGN aujourd'hui en libre accès et qui est assez puissante, puisqu'elle cartographie par IA différentes strates sur l'ensemble du territoire français, n'existait pas encore, en tout cas n'était pas public au moment où on a entrepris nos recherches. Et donc, nous, on a acheté de la donnée avec des données CareMap, qui revient à peu près au même, mais aujourd'hui, si on avait à refaire, on disposerait effectivement de cette bande de données COSIA qui est libre, public et qui est traitée par l'IGN et qui, là encore, nous permet un potentiel de réflexion et de recherche dans l'avenir encore plus puissant. Peut-être sur le modèle, Benoît, et je te laisse la main et tu enchaînes sur les résultats.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, nos données végétation canopée ont été acquises auprès de Kermap et le fond de couche des occupations du sol était basé sur le MOS, donc le mode d'occupation du sol, qui est une donnée produite par la métropole Aix-Marseille-Provence pour assurer justement un suivi des transformations des usages sur le long terme. Donc c'était une donnée pour le coup spécifique au territoire, mais effectivement avec voilà les nouvelles bases de données en libre accès donc aux IA, il y aurait tout à fait matière à reproduire cette méthode et à l'appuyer sur de la donnée libre accès et unifiée à l'échelle du territoire national. Et donc, Merci. merci. Et donc voilà, là on vous a présenté un peu le panel des méthodologies déployées dans Biorevex au regard aux différentes tâches aussi qui ont pu être présentées dans notre schéma organisationnel. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de balayer un peu les grands résultats qui sont issus de l'application de ces différentes méthodologies, en commençant par le volet écologie, donc les résultats des relevés qui ont été assurés par nos collègues écologues du LPED, donc dans nos différents types de tissus urbains où des pieds d'arbres ont permis le recensement donc de 58 espèces de flore envoyant à 31 familles et qui voilà donnent des résultats assez enfin font ressortir des résultats assez différents quantitativement et qualitativement suivant les types de tissus urbains considérés. On a des cortèges végétaux qui diffèrent assez significativement d'un tissu urbain à l'autre, avec les contrastes les plus forts se jouant entre les tissus d'habitat collectif continu, donc qui renvoient plutôt au centre historique d'Aix-en-Provence, et les tissus d'habitat pavillonnaires, donc plutôt eux périphériques. Les tissus centraux apparaissent moins riches en espèces et moins riches en espèces dans l'absolu et moins riches en espèces méditerranéennes que les tissus périphériques. Donc on retombe d'une certaine manière sur les résultats un peu connus, classiques en écologie, d'effets de gradient d'urbanisation à mesure qu'on se rapproche du centre, que la densité, que les pressions sont plus fortes, la richesse diminue. Donc là, voilà, on retombe sur des résultats, on va dire, assez classiques. Ça se vérifie aussi sur les pieds d'arbres. Néanmoins, et c'est une des vertus de cette approche, donc par type de tissu, ressort quand même pour deux tissus urbains qui se situent a priori plutôt au même niveau du gradient, qui est pas complètement la périphérie, mais pas les tissus centraux historiques, plutôt le péricentre. Donc les tissus d'habitat collectif discontinu, pour rappel, grands ensembles, type grands ensembles ou grandes propriétés, et les tissus d'habitat composite, plutôt au faubourg. Là, on trouve quand même des différences significatives en termes de richesse, des profils de flore un peu différents et qui ne peuvent pas seulement être expliqués par le gradient d'urbanisation, étant donné qu'on se situe plutôt au même niveau, ce qui laisse entrevoir, même si les causes exactes restent encore à déterminer, l'influence de chacune des causes potentielles, une certaine influence de la morphologie urbaine sur le nombre d'espèces trouvées au pied d'arbre. Ça se voit sur la flore et ça se voit aussi d'une certaine manière sur la malacophone, donc les relevés des escargots qui ont été eux aussi effectués donc sur des pieds d'arbres dont sélectionnés au regard des types de tissus urbains préidentifiés. On trouve déjà de manière générale, donc 23 espèces différentes d'escargots ont été recensées, ce qui laisse à penser donne à penser plutôt au regard de la littérature scientifique que les rues d'Aix-en-Provence sont des espaces, des milieux relativement riches du point de vue de la malacophone, avec quand même des différences notables suivant les types de tissus urbains, où le tissu d'habitat pavillonnaire ressort quand même largement comme un tissu plus riche, enfin plus propice à l'accueil de différents types d'escargots. Donc ça, c'est la tendance générale. Là encore, on a des éléments qui renvoient au gradient d'urbanisation. Néanmoins, on a pu trouver dans chacun des tissus des pieds d'arbres qui étaient significativement, relativement riches en escargots. Et cette richesse ponctuelle
était pouvait être expliqué par la présence d'un espace à caractère de nature, donc d'un espace relais, un jardin, un square, un parc, dans une certaine proximité avec le pied d'arbre relevé, donc qui montre l'importance des connectivités écologiques, même à la micro-échelle d'une rue. Donc voilà pour la malacophone, pour ce qui a vraiment consisté, ce qui s'est vraiment appuyé sur des relevés écologiques. Pour notre troisième taxon, l'écureuil, qui lui avait fait l'objet d'une méthodologie qui s'appuyait plus sur de la modélisation, la recherche par l'algorithme développé par François Monique, des tronçons de rue sur lesquels un apport d'arbres de végétalisation augmenterait significativement la connectivité globale du système. En gros, là où il serait le plus rentable de planter des arbres, si on souhaite faire circuler, rendre la ville perméable aux écureuils roux, a permis a fait ressortir en fait la carte suivante, là encore fondée sur un calcul mathématique, statistique, qui a fait ressortir un ensemble de près de 1600 tronçons où on pourrait attendre qu'une densification de la végétation soit favorable au déplacement de l'écureuil roux. Et force est de constater que la spatialisation donc de ces tronçons à potentiel de déplacement, donc c'est ce qu'on voit sur la carte. Rouge c'est beaucoup de potentiel, blanc c'est un peu moins, mais dans tous les cas on a du potentiel. En agissant sur ce tronçon, on agit sur la connectivité globale du système, mais on voit que les tronçons finalement qui sont d'intérêt sont des tronçons de rue qui sont pas dans le centre de la ville, mais qui renvoient plutôt à des enjeux de franges urbaines, de franges ville-nature, de liaison de périphérie à périphérie, et ce qui amène à un peu décentrer le regard, en tout cas par rapport aux démarches de végétalisation urbaine, qui sont souvent, il y a de très bonnes raisons pour cela, hein, envisagées comme des mécanismes de compensation d'une trop forte minéralité des espaces centraux, mais qui d'un point de vue biodiversité sont aussi à envisager pour les périphéries, pour faciliter le déplacement de certaines espèces comme l'écureuil. Donc ça, c'est voilà, un résultat un peu fort, hein, permis par les travaux de François, et qui sont aujourd'hui toujours, qui se poursuivent dans le cadre d'autres projets et programmes de recherche, notamment le projet ERC Scale, qui est porté par notre collègue Cécile Albert, qui continue à travailler sur les déplacements de l'écureuil roux dans la ville d'Aix-en-Provence, avec des relevés, des captures de poils pour essayer de comprendre vraiment voilà comment l'écureuil roux se sert ou non du réseau viaire, des parcs pour se déplacer, quel est son aire d'accueil. Et donc cette relation voilà partenariale, cet appui sur le terrain d'Aix-en-Provence pour interroger la perméabilité de la ville à l'écureuil roux, elle a notamment débouché sur la création d'un outil d'aide à la décision, l'outil G-Code, qui a fait l'objet de publications et qui a été transmis à nos partenaires hein, de la ville pour mettre en place des aménagements qui favorisent les déplacements de cette espèce dans la ville. Voilà pour ce qui concerne le volet, on va dire, un peu plus écologique de nos travaux, les résultats un peu saillants qu'on a pu faire ressortir et qu'on revisitera de manière synthétique dans la conclusion de cette présentation. On a choisi, nous aussi, de poursuivre le travail sur le volet plus urbanisme et aménagement de cette spatialisation de tronçons à potentiel de renaturation, plutôt périphérique et qui nous a intrigués. Et on a voulu voir finalement derrière cette identification statistique de plus de 1000 tronçons, quelle réalité urbaine, d'aménagement on pouvait avoir derrière. Donc on a choisi de faire un zoom sur 35 de ces 1500 tronçons qu'on a choisi pour être représentatif de cet ensemble, représentatif des types de tissus qu'on avait déjà identifiés et représentatif aussi des différents types de rues qu'on pouvait avoir en présence, entre des grands axes de circulation et des rues résidentielles peut-être plus avec moins de pression circulatoire. Donc là, on les a choisis de manière aléatoire. C'est ces 35 tronçons qui sont ressortis et on est allé voir en fait qu'est-ce qui se jouait sur ces espaces.
en essayant de les lire avec une grille d'analyse un peu objective, un peu normée, pour pouvoir comparer en fait un peu terme à terme ces différents tronçons de rue. Donc on s'est appuyé pour ça sur des, sur des grilles d'analyse existantes, une grille d'analyse de la valeur écologique potentielle, un indice de biodiversité potentielle qui avait été développé dans le cadre du programme ITECOP, qui est la grille Renatu, qui donne des indices qui permettent d'approximer sans faire de relevé la capacité d'un espace à accueillir une certaine biodiversité. Donc celle-là, on l'a incluse à notre grille d'analyse. On s'est aussi appuyé sur une autre grille normée, prouvée par pas mal de travaux scientifiques, qui est plutôt une grille de marchabilité, qui s'appelle la grille PEDS, Pedestrian Environment Data Scan, qui caractérise en gros la qualité de l'espace et sa capacité à susciter des usages piétons. Et en allant sur notre tronçon, on s'est rendu compte qu'avec ces deux grilles, il manquait quand même un pan d'analyse, parce que même si on s'y attendait, on s'est rendu compte en fait que sur ces tronçons de rue périphériques, il y avait une grande partie de la végétation existante qui était située dans l'espace privé, dans des proportions qui dépassaient quand même ce qu'on pouvait imaginer. Et donc à cet égard, il nous a semblé important de justement interroger ces perméabilités entre l'espace public de la rue et l'espace privé du jardin de devant, qui contribue quand même à la biodiversité et à l'agrément de la rue, que les Nord-Américains qualifient de frontage. Et donc on a construit une grille de lecture qui permette de normer un peu ces porosités entre espace public de la rue et espace privé du jardin pavillonnaire ou du jardin de la copropriété. Donc en croisant ces trois grilles, on a essayé de lire nos différents tronçons et d'interroger les leviers d'action potentiels, comme on avait vu que c'était des tronçons qui étaient cruciaux pour la connectivité écologique de la ville du point de vue de l'écureuil, de s'interroger sur les leviers d'action qu'on pouvait avoir pour améliorer, augmenter la densité écologique de ces espaces. Ces tronçons, on a été amené à les catégoriser ces 35 tronçons en cinq grands types, mais qui, à notre point de vue, sont voilà, éclairants aussi pour comprendre les 1500 tronçons plus globaux qu'on avait pu trouver précédemment. On a trois grands types qui se sont dégagés, des routes urbaines où il y a quand même un enjeu circulatoire important, des voies de desserte privée qui supportent un trafic faible et où la végétation tient beaucoup à ce qui se joue dans l'espace privé et les initiatives habitantes. Et enfin, un troisième type de voie sur lequel on va peut-être se concentrer, qui est celui des boulevards périurbains et des voies de desserte publique, qui sont une catégorie voilà, assez importante. Les axes de liaison et les axes de desserte, mais où là, pour le coup, la puissance publique a, de par le dimensionnement de ces voies, une certaine capacité d'action en matière de densification du réseau écologique. On a essayé d'associer à ces trois types de voies des leviers d'action, plutôt des leviers d'action du type d'ingénierie écologique, écoduc pour les routes urbaines, des leviers plus incitatifs pour les voies de desserte privée, réfléchir à comment on peut cadrer la manière dont les particuliers gèrent, aménagent et végétalisent leurs espaces libres. Et sur le troisième type, on s'est interrogé sur les capacités d'action que pouvait avoir la puissance publique pour améliorer la densité écologique, ce qui a donné lieu à ce type de schéma ou de axonométrie, où on a essayé de voir sur des profils de rue assez caractéristiques de ce qu'on avait pu voir, quelles étaient les capacités d'action. On n'a pas cherché voilà, des modes d'aménagement innovants, on s'est appuyé sur ce qui existait déjà sur le territoire, sur ce que nous avaient fait remonter les techniciens d'Aix-en-Provence. On cherchait pas forcément des solutions innovantes à tout prix, on s'est appuyé sur des choses qui se faisaient déjà, mais réfléchir à la manière dont on pouvait les systématiser pour avoir des profils de rue un peu type sur ces espaces périphériques qui répondent à nos enjeux de connectivité écologique. Donc voilà, des petits aperçus de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait donner. Ah,
Hop là, je prends la main, Ben. Voilà. Juste là aussi, on vous a parlé d'entretien et d'enquêtes qui avaient été faites sur ces tronçons représentatifs pour finalement jauger à la fois les pratiques et les représentations associées à aux réseauvières et aux spécificités des tronçons. Les résultats obtenus auprès des habitants et usagers des tronçons enquêtés nous ont conduit à considérer qu'on était finalement dans des choses qui étaient assez connues par la science quant aux représentations de ces usagers et des habitants à l'égard de la biodiversité et finalement de la diversité des formes de nature à l'échelle des tronçons, avec, avec finalement une opposition qui est assez connue, comme vous le voyez, entre la végétation spontanée qui reste mal perçue, mal comprise et qui pose des questions pour les habitants, alors que les habitants et les usagers reconnaissent la valeur de l'arbre, accordent beaucoup d'importance aux arbres, notamment pour les services qu'ils apportent en termes d'ombre, de fraîcheur, d'esthétique, de beauté, de propreté. Donc on reste encore sur ces choses extrêmement opposées, même si les choses évoluent. Et donc ça, en termes de gouvernance, ça amène à une idée, c'est que finalement, l'arbre, en tant que système écologique ou micro-système écologique à part entière, avec l'arbre constitué et son pied d'arbre qui fait un micro-jardin, n'est pas encore reconnu comme un ensemble et fait place à des oppositions de représentation pour les usagers et les habitants. Autre chose que nous ont montré nos enquêtes là auprès des gestionnaires, c'est que finalement, vous vous rappelez notre parti pris initial d'interroger Aix-en-Provence pour avoir une sorte d'unité de lieu et de temps et surtout réduire finalement la complexité de la gestion. Ben, en fait, quand on a cartographié le système des acteurs qui gravitent autour de l'arbre et de sa gestion à l'échelle des tronçons et du réseau viaire, on s'est rendu compte, comme vous le voyez, que ce réseau d'acteurs est finalement extrêmement important, qu'il génère des interactions nombreuses qui ne sont pas forcément toujours coordonnées, qui fonctionnent parfois grandement en silo entre propreté et gestion de la biodiversité notamment, et que finalement c'est un de nos étonnements et un de nos résultats, c'est que finalement cette gouvernance de l'arbre est rendue difficile à la fois par les représentations des usagers et des habitants, mais aussi par son système de gestion qui est extrêmement complexe. Autre résultat, ou plutôt limite de résultat, c'est comme on vous l'avait dit, c'est qu'on voulait avoir un retour et réellement une recherche action poussée qui permettent des choix décisionnels. On va dire que le temps politique et le temps de la recherche n'ont pas forcément été coordonnés et que notre impact finalement sur les choix d'aménagement qui ont été faits commence à se faire à peine aujourd'hui, plutôt finalement dans les héritages, comme on en a parlé, Benoît, des programmes qui ont suivi Biorevex que dans Biorevex lui-même. Néanmoins, je crois que par le rapport assez privilégié qu'on a pu établir avec les acteurs de la gestion des territoires et de la biodiversité à l'échelle d'Aix, on a pu, en tout cas, comme vous le voyez, par de nombreuses communications au sein des publications municipales, faire état finalement de, de nos résultats d'abord, et puis essayer d'aller plus loin, comme on le disait, dans ce système de l'arbre et contribuer à faire changer le regard, notamment sur la végétation des pieds d'arbres, qui est extrêmement riche et précieuse en termes de fonctionnement et de biodiversité.
Mathilde, hop là, Oui. je suis trop Oui, loin. non, bah si, si, c'est bien. Donc en fait, ce qu'on vous avait demandé rapidement, parce que le temps file, on voudrait pas avoir le temps pour répondre à vos questions aussi, Mm. c'était voilà, de demander à Jean-Noël et Benoît, est-ce que, il y a des choses qui les ont étonnés dans ces résultats, parce que parfois dans les projets de recherche, on a des résultats qui sont un peu attendus, qui confirment des intuitions, et puis il y a des choses qui sont un peu plus surprenantes. Donc voilà, assez rapidement, qu'est-ce qui vous a étonné dans les résultats ou dans le déroulé de ce projet? Ben, euh, comme vous le voyez, le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est dans le déroulement même du projet, c'est-à-dire que euh, le temps de la recherche et le temps du politique sont forcément pas souvent les mêmes et que souvent, moi j'ai souvent été dans des programmes de recherche où on attendait des résultats très vite parce que ces résultats devaient s'inscrire dans le temps finalement du mandat politique et finalement, là, ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement politique à l'intérieur du mandat, c'est-à-dire un changement de maire, et finalement, nos opérations, malgré la proximité, la grande proximité qu'on avait avec les acteurs, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, finalement, a été un peu paralysée par le temps politique, et on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait en retour de recherche-action. Donc, cette coordination entre tant de la recherche et tant de politique, ça a été réellement quelque chose qui nous a interrogés, tenus. Et ensuite, en termes de résultats, comme vous le voyez, ben c'est que finalement, par-delà l'interrogation du programme BOM qui portait sur la morphologie urbaine, ben on a vu que des valeurs écologiques, et notamment l'effet gradient, primaient finalement sur la morphologie et restaient très présents dans le fonctionnement écologique du territoire qu'on a étudié. Par-delà, finalement, notre focus sur la morphologie. Quelque chose qui a été dit, et plus que le poids important de la végétation, je dirais plus de la biodiversité présente dans l'espace privé. Et ça pose réellement question à l'heure où on parle de densification, fût-elle douce, ou d'intensification, fût-elle raisonnée. Si vous voulez, cette végétation et cette biodiversité associée aux espaces privés, et notamment aux jardins privés, est extrêmement importante et pousse finalement à réfléchir à la fois en recherche, mais aussi en termes de gestion urbaine. Et comme vous l'avez dit et comme vous l'avez vu, c'est finalement cette diversité d'acteurs impliqués dans le système de l'arbre urbain qui rend sa gouvernance extrêmement difficile et finalement il y a des freins à l'efficience écologique de ce microsystème écologique à l'intérieur même de la ville par cette diversité d'acteurs et de décisions qui gravitent autour. Ok, super. Alors après, on a demandé aussi à Jean-Noël et Benoît de nous dire un petit peu pour les acteurs de terrain là, qui sont présents dans le webinaire, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait pour agir quand on gère des espaces verts. Donc je vous laisse transmettre Jean-Noël et Benoît ce que vous retenez de votre projet. Oui, mais rapidement encore, c'est que, comme vous le voyez, ben, c'est qu'il n'y a pas encore de forme urbaine miracle identifiée pour favoriser la biodiversité en ville. Cette pensée de la recherche d'interrogation sur la morphologie et la biodiversité n'a finalement qu'à ses balbutiements. On tenait quand même à vous montrer en insistant sur notre méthodologie, c'est que les approches modélisantes laisse quand même de l'espoir quant aux possibilités d'identification d'espaces à renaturer et à valoriser en priorité. Que je crois que cette échelle du tronçon qui a été notre échelle de jeu, j'allais dire notre espace de réflexion, elle est intéressante pour soutenir l'aménagement de véritables trames vertes urbaines fonctionnelles, qu'elle mérite d'être creusée scientifiquement et opérationnellement aussi. Et que ça va sans dire, mais quand même que finalement, nous, en travaillant à l'échelle du micro-écosystème que représente l'arbre, mais ça nous fait penser que chaque espace à caractère de nature situé dans la ville, peu importe sa taille, doit être imaginé et pensé dans sa gestion
euh, au regard du reste du territoire, notamment sur le fonctionnement écologique, et qu'à cet égard, l'arbre urbain constitue, comme je l'ai dit, un micro-socio-écosystème extrêmement précieux à l'échelle des villes, et que dans ce contexte, finalement, la connaissance et le renforcement de la trame verte peut passer par l'articulation entre ces différents espaces à caractère de nature, notamment associé au réseau Vière, euh, puisque le réseau Vière, vous l'avez vu, et c'est le sens de notre propos, fait réellement l'articulation entre espace public et espace privé. Ok, merci beaucoup Jean-Noël. On vous a mis quelques ressources pour aller plus loin, que vous aurez du coup dans le PowerPoint. Et je sais pas, Jean-Noël, si tu veux parler des suites du projet ou si on va prendre des questions, parce qu'il reste que 10 minutes. Oui, on va peut-être prendre des questions, juste vous dire que, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de projets, Ville Garden, Résilience, Scaled, Oasis Urbaine, qui prolongent Biorevex avec tout partie de l'équipe de chercheurs mobilisés, et que parallèlement, sur le territoire d'Aix-en-Provence, il y a eu un gros programme de recherche qui s'est fait, programme Air Fresh, qui travaillait là aussi sur l'arbre urbain, et on vous encourage à aller voir leurs résultats qui sont là aussi extrêmement intéressants. Et juste dire que dans les 6 cahiers produits, il y a une diversité là aussi d'approches qui est intéressante de voir sur l'ensemble du programme BOM. Alors, on laisse la place aux questions. Ouais, super. Sandrine, du coup, tu peux nous transmettre quelques questions que tu as identifiées dans le QR ou dans le chat? Oui, alors il y a déjà peut-être des questions qui sont assez techniques, mais comme votre projet, il porte aussi là, ce cœur de la modélisation, donc c'est important de pouvoir éclairer les participants. Savoir quel outil a été utilisé, Benoît, pour faire les modélisations. Quelqu'un demande est-ce que c'est Graphab qui a été utilisé, savoir quels sont les outils concrètement. Alors, c'est des outils vraiment Matinfo, donc développés par François Monique, mais qui est actuellement en train de travailler à leur intégration à Graphab. Et j'ose pas trop m'avancer, mais je me demande si c'est même pas déjà le cas. Donc, c'est un algorithme d'optimisation des continuités écologiques, qu'il a pu travailler sur SIG, sur ses propres logiciels, et une des sorties de sa thèse, c'était vraiment de l'intégrer à Graphab. Je sais pas où il en est, mais je sais que c'est dans les tuyaux. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que ces outils qui ont été utilisés, est-ce qu'ils sont décrits dans les publications là, que vous avez pu faire? Enfin, j'imagine qu'en consultant peut-être le cahier Biorevex, il y a peut-être aussi des précisions pour les... Alors, dans le cahier Burevex, on a donné le protocole de génération des tronçons. Pour ce qui est vraiment l'algorithme d'optimisation, il faut se reporter aux travaux très pointus de François Monique, Cécile Albert, enfin, les publications qui sont issues de sa thèse de doctorat, si on veut vraiment rentrer dans la technicité, mais vraiment, enfin, pour le coup, très pointu de ces outils-là. Et puis il y a Très bien. Pauline Laï de Plantécité qui vous avait mis dans le chat à 10h40 un lien vers le guide de Plantécité, données et indicateurs spatialisés de nature en ville, point de repère, qui donne plein d'outils complémentaires de modélisation. Donc voilà, un guide qui est sorti cette année et qu'on vous incite à aller voir. Il y avait Du une question aussi pratique sur donc avec les tronçons, il y a un buffer de 30 mètres qui a été fait pour chaque tronçon. Et comment se passaient les recoupements de buffers entre les différents tronçons? On a assumé pour chaque tronçon, on a gardé les mêmes buffers, et il pouvait effectivement y avoir des recoupements, mais on a considéré que ça faisait partie de la morphologie urbaine. Donc il y a des immeubles qui ont été comptés 2 fois, une fois pour un tronçon, une fois pour un autre tronçon, mais on n'a pas jugé ça problématique, les recoupements. Il y a D'accord. d'autres méthodes, hein, notamment les méthodes d'Araldi et Fusco, qui, eux, pavent complètement avec des polygones de Thyssen qui n'ont pas de recoupement. Pour le coup, pour nos problématiques, on n'a pas jugé que c'était nécessaire d'enlever ces doubles comptages. Voilà. D'accord. D'ailleurs, ces 30 mètres, vous aviez dit que c'était ce que vous aviez, enfin, c'était la distance que vous aviez choisie en fonction un peu de euh, d'Aix-en-Provence. Mais j'imagine que si c'était sur une autre ville, peut-être que vous auriez adapté
cette distance, en fait. C'est ça qu'on comprenait dans l'explication. Oui, tout à fait. On a calculé notre buffer pour être sûr que dans toutes les voies, tous les tronçons qu'on échantillonnait à Aix-en-Provence, on capte bien dans nos calculs les bâtiments attenants. Mais c'est vrai sûr que sur d'autres territoires où on puisse avoir de plus grandes largeurs de voies en présence, peut-être que le buffer de 30 mètres serait pas pertinent. On n'a pas fait ces tests ailleurs, mais effectivement, il y aurait des vérifications. Le 30 mètres est vraiment tiré des caractéristiques de notre territoire d'étude. Très bien, merci. Des questions maintenant plutôt sur les inventaires de biodiversité qui ont été menés. Savoir si les inventaires de la malacophone, enfin des escargots, est-ce qu'il y a eu une saisonnalité? Ça a été fait à plusieurs moments de l'année ou est-ce que c'était voilà, c'était fait en une seule fois? Comment vous y êtes pris? Alors, il y a eu des protocoles différents en fonction de faune, flore, effectivement. Pour la flore, effectivement, il y a eu un effet saisonnalité. Pour la malacophone, je me souviens plus, Benoît. Il me semble que ça a été quand même quand une fois. Euh, Il me semble aussi, par contre, sur la malacophone, il y a eu un double protocole. En fait, il y a eu une partie de recherche à vue sur un quadrat pendant un temps donné, et une deuxième qui a impliqué du prélèvement de sol et du tamisage pour trouver les micro-escargots. En fait, le relevé a été fait en deux temps avec ces deux parties-là. Et pour la flore, on a bon, intégré les saisonnalités des floraisons. Pour les escargots, je suis pas sûr. Et il y a une question complémentaire, c'était finalement, vous avez dit que vous aviez fait ces relevés sur les pieds d'arbres. Est-ce que vous êtes allé aussi dans quelques jardins privés sur un des tronçons pour échantillonner ou vraiment ça s'est limité aux pieds d'arbres sur l'espace non, public? ça s'est limité au pied d'arbre. Néanmoins, il y a eu des relevés qui ont été faits adjacents pour la malacophone sur des espaces publics type délaissés, urbains, voire parcs, parce que les collègues avaient aussi des données qu'ils pouvaient corréler. Et donc, c'est ce qu'a montré Benoît, c'est-à-dire qu'en fait, cet environnement, en tout cas en termes de malacophone, plus il y a d'espace à caractère de nature autour du pied d'arbre, plus la diversité, la biodiversité en termes de la malacophone est forte et présente, quoi. Mhm. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Oui, il y avait des questions, enfin bon, il y en avait plus du coup qu'une dernière, mais il y avait en tout cas des questions autour de la gestion. Est-ce que c'était le même type de gestion qui était appliqué sur les différentes catégories urbaines que vous avez pu décrire et est-ce que du coup c'est entré en... Voilà, est-ce que ça a un Oui, critère qui alors est utilisé? non, non, effectivement, il y a une gestion différenciée, si on peut dire les choses comme ça, sur les pieds d'arbres, avec dans les centres, le centre ville d'Aix, des arbres qui sont gérés très finement, voire il n'y a pas très peu de flore spontanée parce qu'on est dans un truc très dense, et finalement une situation très urbaine avec très peu de place pour le pied d'arbre. Par contre, il y a une réelle volonté, il y avait une réelle volonté des gestionnaires de laisser en périphérie, dans les tronçons plus des pavillonnaires, finalement, la flore spontanée plus facilement s'exprimer. Donc, effectivement, ce sont des données contextuelles qui ont été prises en compte par nos collègues écologues lors de leur relevé. Néanmoins, là aussi, pour vous dire la vérité, on n'a pas fini d'exploiter encore tous les résultats du projet et il reste à avoir un traitement, notamment quant au relevé, un traitement scientifique plus précis à avoir quant au relevé, à ces données contextuelles, au mode de gestion et aux formes urbaines, finalement, à croiser toutes ces données un peu chiffrées que l'on a eues. Ça, on doit encore pouvoir le faire ensemble, qui est Et le en vrai travail complément, pluridisciplinaire. pardon, et en complément, effectivement, comme
il y a des pratiques de gestion différenciées entre le centre et la périphérie. Il fallait bien qu'on communique au service propreté les rues dans lesquelles on allait faire nos relevés pour pas que les fauches interviennent avant les relevés écologiques. Donc ça, c'était un élément, voilà, une mécanique un peu fine du projet avec nos partenaires qu'il a fallu intégrer. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cet échange. On arrive au terme des 1h15 de webinaire prévu. On remercie à tous ceux qui ont pu rester jusqu'ici. On va vous envoyer une petite enquête pour savoir ce que vous avez pensé de ce premier webinaire, pour voilà, savoir si le format vous convient et si on peut encore l'améliorer. Je vais vous le mettre dans le chat, mais vous le recevrez aussi par mail avec le replay du webinaire. En tout cas, on remercie chaleureusement Benoît et Jean-Noël pour cet exposé qui était vraiment très très intéressant. Et on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires de Plantécité et on l'espère, d'autres webinaires fenêtres sur la recherche. Merci beaucoup et bien Bravo. entendu, s'il y avait des frustrations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails professionnels que vous trouverez facilement pour plus de réponses. Merci beaucoup en tout cas.